Okay, so I'm going to open this second session, or this first roundtable, which is about the culture of the European institutions in Brussels. So there are some little changes in the sense that George Ross, unfortunately, and Frédéric Meyrand stay in Montreal or around, if I understand well. And okay, there is a picture just in front of me. But Frédéric at least is with us, and I hope that George is going to join us, but this is not 100%, so we will see. Pavel Levicki, unfortunately, you had an issue with your plane this morning, so finally you're not with us, but only by the cam. So, but you will have, of course, you will be able to say what you had to say, but unfortunately, we are not going to have a drink together, so only a talk. And we have Magali Balator and Estelle Delaine. So what I suggest is that we keep the order finally as announced. So we will begin with Frédéric, we will follow with Pavel, Magali, and Estelle. And each time, if you had the chance to follow the initial speech from Marc Abélès, this is also an occasion also to see what have been the changes within the European institution, the politicization, the enlargement, the fact that there are many other staff than the permanent staff, and also many other institutions that matter now than the Commission. C'est à toi, Frédéric, and you choose the language that you prefer. Ok, merci Didier. Toutes mes excuses de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je suis en fait dans les montagnes laurentiennes au nord de Montréal, sur le bord d'un lac, avec une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants qui participent à une école d'été sur les organisations internationales, ce qui explique mon absence. Since I'll be speaking French tomorrow, I'll speak English today in the spirit of the College of Europe, if that's fine. Before I start, just one question for you, Didier. How much time do I have? Normally you have 10 minutes in order to yes, have a debate at the end. So. Okay, that's what I thought. So, hi everyone. I'll start by saying a few words about why I did the research project that I did between 2015 and 2019 inside the European Commission, and then say a few words about what I think has changed the most. Some of the changes are more sociological in nature or organizational, but others have to do with politics, and that's what I think I'll focus my observations on. So to start with, I had the privilege in 2015 to start an ethnography of the European Commission, of the cabinet in particular, Pierre Moscovici's cabinet, which is something that I had wanted to do for a very long time. Why? Because I had been reading some of the people who are either in the room or on WebEx, Marc Abélès, George Ross, Chris Shore, all the, Irène Bélier, all of the people who had been doing ethnography inside the Commission in the 90s, wrote amazing books and articles and reports that I was academically raised with. And I had been wanting to do something similar for a long time, but as you know, when it comes to ethnography, not the most difficult part, but the one that you have less control over is access. So I was lucky in 2015 that Commissioner Moscovici himself, his chef de cabinet, Olivier Bailly,
all the cabinet members and of course the institution allowed me way in. At the beginning, it wasn't quite clear how long I would stay. I ended up staying for the duration of the mandate, not 12 months a year, of course, 2 months a year. The deal basically was quite similar to the one that George Ross had struck 25 years earlier, which was that, of course, the institution could read the final product. I would have control over my own analysis, and both sides respected that deal at the end. But more crucially, each individual member of the cabinet, of course, because they gave me incredible access to their daily lives, had the right at the end of the project to read the manuscript and redact or delete parts that concerned them and they didn't want to be put in print, which is something that we did individually and collectively at the end of the project. I can answer any questions about this process, but for me, it was an incredibly productive and fruitful ethnographic experience, basically not working by myself, but working with a whole group of individuals who reflected about their work, their lives, their experience, their time in the Commission cabinet for 5 years. Originally, my research project was about what one of my subjects, Fabien, called sausage making. I was interested in the making of the policy sausage, that is, how do you get from point A to point B, and what happens in the meantime. As political sociologists, we often have to rely either on archives or interviews, which means that when we study a policy process, we know how it ends. I was interested in studying a policy process before we know where it's going, when people have a plan, but they don't know if it's going to work. And 2015 was an incredibly interesting moment, quite different from the 90s that Marc or George and others studied, in the sense that it wasn't a time of great excitement. It wasn't a time of enlarged horizons. It was a time of crisis. It was a time when it wasn't clear that the Commission would make it, that the EU would make it. So I was interested in living through that process. Commissioner Moscovici was in charge of economic and financial affairs, so I focused my attention on, for example, fiscal surveillance, the Greek crisis, fiscal issues, well, in the sense of tax issues, that was a Gallicism, tax projects, etc. And so that part turned out to be extremely interesting for me, because I saw what we all guess, what we can all know, which is that what you end up doing is often quite far from what you thought you were going to do as a policymaker. So some issues like taxation, for example, were not considered to be important at all at the beginning of the mandate. They turned out to be a major part of the commissioner and his cabinet's legacy. Other issues, such as Eurozone governance, were very, very much top of the agenda. They were part of Jean-Claude Juncker's political program. So that was supposed to be a big item. It turned out to be a very disappointing one. Despite all the work that was invested in it, nothing happened in the course of 5 years. Now that has changed after the crisis, which is also interesting to reflect upon, but during the Moscovici's mandate, nothing happened. And in between, I mean, events basically took over when the populists took office in 2018 in Rome, which changes a lot about the dynamics of fiscal surveillance. It becomes very political. That's something that was unexpected. Similarly, I was very interested to see how the issue of applying the rules of the pact would turn out. It turned out that they were never really applied over the past 5 years. Some people say it was already in the cards from the beginning. Others would say it required a lot of political struggle to get at that. And it was interesting as, again, a social scientist, as an embedded observer in the cabinet, to see this basically unfolding in real time.
time is running out, so I want to say one thing about, well, few minutes, if I may, about what changed between my time and George and Mark's and others' time. Lots happened. I mean, the building had changed. It was, full of asbestos when George was there. The asbestos had been removed by the time I was there, so much more comfortable, much more light, I think. Much less smoking in the corridors. Enlargement also means that much more diverse, much more gender balanced staff in the cabinets. The reforms, the Kinnock reforms had also been implemented. So all of the things that you would know by reading Hussein Kassim or Didier Georgiakakis or Marine de la Salle and others, you know that they've happened. Staffs have become more multinational, sort of Anglo-Saxon management methods have become much more prominent than they were in the 90s. As far as I could see it, I mean, one difference, it's one among many others, but that I thought was quite interesting, is that the cabinet that I studied was no longer French, as would have been the case 20 years earlier, but it was still Francophone, in the sense that despite the fact that most of the staff came from other member states, everybody spoke French. It was very much Franglish that was used in the daily life of the cabinet. I'm assuming that today French would have receded even more, even inside a French cabinet. But at the time, it was a moment of change. So you can tell that by comparing over time. In terms of the working methods, however, I'm always struck when I reread the work that was done in the early 90s that most of the institutions, most of the routinized practices of the commission have remained more or less the same. L'hebdo, les spécial chefs, a lot has basically been, it's been quite stable in that sense. And here I'm talking about the cabinets, not the DGs, where other changes may have occurred that I couldn't really observe. But to me, the main change between the 90s and 2015, 2019 is politics. Of course, the European politics in general, it would take 45 hours just to summarize what happened in the course of 25 years. But the main thing was politicization, the fact that the European Parliament became so much more powerful, and that has had an impact on the European Commission. The fact that everyone's aware that the famous the opposite of the constraining dissensus, the consensus permissive, permissive consensus has disappeared. The public is much more aware of what's going on in Brussels with all the scandal, the general decrease in the level of trust in EU institutions, the crisis, the 2008 crisis, etc. So a lot of politicization has been happening in Europe in general, in Brussels in particular, and that has had an impact on the Commission. The one impact that really struck me, because I did not expect it, and when I say it to people in the Commission, oftentimes they kind of frown, they don't like that idea so much, but it's the fact that partisan politics is now part of the Commission, as it should be, in my view, in a democratic system, that because there's partisan politics in the Parliament, that echoes or that echoes in the Commission in many different ways. It doesn't mean a partisan commission as in a majority government system where you take over and you have a right-wing commission or a left-wing commission, but it does mean that partisan ideology is taken seriously at different levels. So that's one thing that I observed that struck me and that has an impact on many policies. Of course, it's still a consensus-building machine, but I think that's a big change from the mid-90s, for example. And the other thing that struck me, and here the difference may not be so large with the 90s, is what I call political work. The fact that the Commission is an institution that faces many constraints.
legal constraints because the treaties are what they are, government or intergovernmental constraints or diplomatic constraints because the council remains so powerful, market constraints, technocratic constraints because the commission is supposed to be a place that has a lot of expertise and that relies on expertise. So it's an institution that in theory, as in any other international organization, should be quite limited in what it can do. Its room for maneuver, its ability to exert agency should be quite limited. And I think the challenge was always, and was still, and perhaps even more in the 80s, how to expand that room for maneuver, how to enlarge the scope for discretion exercised by the Commission vis-a-vis all these constraints. And that, I thought, was, for me, the most interesting thing to observe, how not only the institution, but specific individuals, commissioners, cabinet members, try, whether they believe in one ideology or another, but they try to expand the room in which the Commission can actually push ideas and make decisions that are based not on the treaties, not on what member states think, but on values, on the values that are promoted by these individuals and collectively by the institution. So that's what I call political work. That's, I think, the main finding of my embedded observation, but that's probably the one that's, and I would be curious to hear others, but also my colleagues, that's probably the one that's less different from what, for example, Jacques Delors and his staff were doing in the late 80s, early 90s. So I've spoken too much. Toutes mes excuses. Merci de votre attention et je me réjouis de poursuivre la discussion avec mes collègues. Merci. Okay, thank you very much, Frédéric. So for you, one of the main changes, this is a politicization, if I understand well. So I will have a question maybe later on, because probably one of the difference between the juncture of Delors and the current juncture is also that for Delors, things were quite simple. The agenda was very clear, constructing the market. And if we compare now, I think that around the agenda, this is another battle, and things sometimes seems to be a little bit more confused, which also led some different room for maneuver for politicization. And there is something like that. That would be my question. But I don't want to be too long, and then I switch immediately to our colleague who is going to, Pavel Levicki, who is going to speak about another massive transformation, which is the big enlargement in 2004, and how finally the new Europe, or the Central Europe, came into these different houses. So Pavel, the floor is yours. Thank you, Didier, and thank you for having me. And I'm sorry that I can't be with you. I realized only boarding the plane in Berlin that my connecting flight to Brussels is canceled. So I would come tomorrow, metaphorically speaking, for the dessert. And I thought that's maybe not the best moment to start. Yes, so maybe I will just say what I was, the context of my research, and then the questions, and I will summarize my findings. The reason, why I wanted to do this study on post-enlargement European Commission was this very strong European discourse of return to Europe in Poland, pre-accession and post-accession, this, super modernist, progressivist idea, but also a need of belonging of Poles, and all this Central and Eastern European countries to this idea of Europe. And the other reason was, my, frankly speaking, my anthropological training, and anthropology as, a discipline that is looking at marginalized or excluded people, and from that perspective, looking at how the society is working, and what kind of norms can we look at, or what norms do we see when we look at the excluded, or people who are affected by exclusion. So I was putting these two perspectives together.
And I think, at least to my knowledge, my ethnography is first, and I don't know, maybe not last one, but first comprehensive ethnography of post-enlargement European commissions. And I was looking, how on the one hand, new member states were received within this frame of ideology of Europe, tolerant, progressive, rational, how they were received on one hand, but also, how they navigated, how people from new member states, mostly Poles, navigated that environment, how they were able to find themselves in that space. And these questions have been asked previously on this divide between South and North, particularly, I think, Stasia Zaborski. But I think my ethnography is more focusing on embodiments, on geographies and spatialities, and how people perform in different places in Brussels that are connected to EU institutions and EU policies. And I used, as I realized most of us here, field theory of Bourdieu. And also, I wanted to look at how I can grasp these differences and hierarchies that are in this field with habitus theory or concept, and how class is intersecting with nationality, and how struggles are played out in that field. And what I found out is that the biggest struggle in that field is over place in the bureaucratic hierarchy. That people who want to make policies or expand, as Frédéric said, people who want to expand the field of action of commission, they are the players, and they are fighting over a place in the formal hierarchy. But this struggle over formal hierarchy is also connected to a cultural struggle, over a definition, who and what is modern, what positions, political positions, but also bureaucratic positions are seen as such. But within that field also, I realized that networks are very much important and present. Networks that actually contradict this idea of or representation of modernity, because they blur the lines between public and private. They contradict the idea of rationally and knowledge-driven bureaucracy. And then, so the people who really want to fight for better place in hierarchy and want to expand these policies, they have to represent modernity in a sense that they have to perform unaffectedness, self-constraint, self-assurance, modesty, and morality also. But in a way, also, they work through networks in order to push their policies or push the policies to finalization. And so this kind of habitus and this kind of acting I coined as a style of bureaucratic style of a Euroclass. And if you look at, from the Polish perspective, so to speak, their ability to act in that way is very much limited, due to different historical processes. People from new member states very much stick to their history. Their national representation is very much based on historical imaginations about who is a Pole or who is a Czech or Slovak, and therefore they are unable to represent modern nationality in this rational and modern way. And therefore, they are positioned weakly in this struggle. They are unable to find their style and also, way of coping with the reality that is in there.
And Didier, you asked me, what I would do differently now, and I think I certainly would try to focus on one policy instead of focusing on these spaces and this typical ethnographic work. I'd rather do the follow the policy research. Certainly interdisciplinarity, these policies are so complex and so complex. You just need to have many different knowledges in order to understand what positions they represent, and how they act, why they're representing this kind of position, not the other. I think I would also, use critical race theory, as particularly critical whiteness studies and intersections of race, class, and gender, in order to specifically map these hierarchies and positions that are there. And this critical race perspective also, gives you more relational perspective as opposed to, black and white, or so how these different positions are standing to each other, where do they come from? And I think that's more or less it, what I have to say. Thanks. Okay, thank you. Thank you, Pavel. Je dis juste un petit bonjour à Georges qui nous a rejoint sur la caméra et qui donc va pouvoir discuter. Just to say that there is a sort of fil rouge, if I may say, in the sense that with Marc Abélez we had this sense of struggle over hierarchy as well, with the brilliant one who taking in charge the market, with the opposition to the Cinderella ones with the social affair. But it was about the hierarchies, were about policy sectors to some extent. With Frédéric, we has a difference between those who are able to expand their margin for maneuver, who give a sort of political direction, and the other that are able to follow, just to adjust in function. And with you, Pavel, we have this sort of both geographical, cultural struggle, issues of cultural exclusion, which I think is really important. So maybe we are going to switch to another kind of opposition that will be the differences also between people having a permanent status and people having precarious status. And of course, it matters a lot inside of the staff. Et Magali, c'est donc pour vous. So, hello everybody. I will speak in French. I'm sorry, I'm able to speak in English, but I think I speak faster in French. And then we have only 10 minutes, so I try to speak in French. It's easier also for me. Donc, je vais rapidement présenter cette enquête mixte qui s'est déroulée donc pour ma part entre 2011 et 2014, qui était menée effectivement sur le marché secondaire de l'emploi à la Commission européenne de Bruxelles, donc voilà le personnel effectivement non permanent. Elle portait un peu sur l'analyse de l'articulation entre mobilité sociale, spatiale et les conciliations aussi entre sphères professionnelles et privées. Donc, j'ai étudié les trajectoires scolaires et professionnelles ainsi que la diversité des origines sociales et géographiques au cœur de ce microcosme bruxellois et du quartier européen dans lequel j'ai résidé, il faut le dire, pendant plus de 5 ans, notamment pour observer les sociabilités, les modes de vie, à l'aide aussi d'observations directes et parfois participantes également. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je suppose, parce que je vais parler un petit peu, alors c'est vrai qu'il faut que je passe comme ça, voilà, de mon background, donc de mon parcours. Je suis arrivée d'une manière un peu différente, je pense que la plupart d'entre vous, sur ce terrain. J'ai d'abord travaillé sur les mobilités étudiantes, sur Erasmus en particulier.
Bon, après, je vous parlerai des principales questions que je me suis posées, du contexte de la mobilité internationale et puis des principaux résultats, même si je pense que je vais devoir aller très très vite sur les résultats, désolé. Mais voilà, donc moi j'ai un diplôme, donc de double diplôme de Aix-Marseille et de l'Università degli Studi di Torino, donc qui portait donc sur la mobility experiences of Erasmus students, inequality in the use of exchange program, et c'était une étude comparative entre 3 pays. Donc je pense que beaucoup de mes interlocuteurs, parce que j'ai travaillé ensuite, j'ai eu une enseigne di ricerca en Italie où j'ai travaillé sur les trajectoires, et certains d'entre eux se sont retrouvés donc sur cette scène qui est Bruxelles, et donc j'ai nourri un intérêt particulier quand j'ai fait mon premier postdoc ici à l'Université catholique de Louvain, où je travaillais sur tout à fait autre chose. Mais donc j'ai rédigé un projet qui s'appelait donc Passing Through the European Commission Mobility Trajectories and the Effect of the Career of Young Europeans, qui a été donc financé donc par le FNRS. Donc j'étais chargée de recherche chez FNRS, donc j'étais déjà sur Bruxelles, et comme j'habitais essentiellement avec des jeunes et qui travaillaient à la Commission européenne sous différents statuts dont je vais parler très très rapidement, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant à étudier, cette mobilité élitaire un peu précarisée, puisqu'il me semblait que c'était un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de lire, hein, notamment les études de politistes dont je vais vous parler, un certain nombre d'entre eux. Donc c'était l'idée d'étudier un nouveau type de trajectoire professionnelle d'une classe moyenne, pour reprendre les termes de Louis Chauvel, hein, dans la classe moyenne à la dérive, mais cette fois-ci c'est les qualifier, les mobiles, liés à l'émergence d'une jeune génération plus européenne, parce que si vous voulez, donc il faut que je descende là aussi, parce que du coup... Parce que si vous voulez, en fait, de mes précédentes études, il me semblait pas avoir affaire ici à une classe moyenne qui s'enferme à l'intérieur de ses frontières. C'est, pour reprendre les termes de Chauvel, hein, à des citoyens européens peu intéressés à ce qui change à l'étranger. Je reprends ces termes aussi, des personnes ignorant les langues, qui poseraient de problèmes de maîtrise par les classes moyennes de l'historicité du monde. Hein, c'est Chauvel qui écrit ça, page 109. Hein. Donc moi, j'étais plutôt, et je suis toujours pour ma part intéressée par cette jeunesse un peu émergente, dont je vais essayer de tenter rapidement de tracer le portrait, et dont le parcours n'est pas sans lien avec ces politiques publiques européennes que j'avais étudiées, qui visent à rendre les citoyens européens plus mobiles. Donc, dans le contexte scientifique, c'était l'idée de déplacer la focale des recherches sur les institutions de Bruxelles, des politiques publiques, vers une analyse des acteurs. Je n'étais pas la seule à le faire à l'époque, hein, donc c'était de participer au développement de la sociologie des élites dans le champ de l'eurocratie, donc à la suite de travaux de politistes, hein, voilà. Et donc vous allez voir qu'ici il s'agit d'une élite toute relative, hein, parce que dans la Commission européenne de Bruxelles aujourd'hui, il y a, comme dans de nombreuses entreprises, hein, ça s'organise autour d'un noyau stable de salariés, hein, complété par un nombre aussi variable de travailleurs périphériques. Et je voulais aussi montrer que les migrants qualifiés ont longtemps été assimilés à une minorité d'hommes très mobiles au sein d'entreprises multinationales ou de hauts fonctionnaires détachés qui bénéficient de nombreux avantages, ces travaux d'Anne-Catherine Wagner notamment. Mais pour moi, en fait, prendre en compte uniquement cette élite stabilisée, et voilà, ça présente le risque de laisser de côté une population de diplômés qui ont choisi la mobilité géographique en espérant s'assurer une ascension sociale. Hein, c'est ce que, par exemple, Smith et Favel résument comme move out in order to move up. Et donc, c'est celui emblématique était pour moi Bruxelles, cette nouvelle immigration qualifiée, où certains jeunes utilisent, hein, qui proviennent du Sud notamment, et d'institutions d'enseignement supérieur massifiées, utilisent cette mobilité géographique à des fins de mobilité sociale. Donc il y avait plusieurs types de questions autour des classements officiels des catégories d'emploi, des catégories indigènes dont on a entendu certaines ici, hein, l'eurocrate, le précaire, privilégié, expat, etc. Donc comment ces classements s'articulent en situation avec des rapports sociaux d'âge, de sexe, d'origine géographique et de statut matrimonial. Comment elles interviennent aussi, participent à ces classements aussi à la reproduction des structures de l'espace géographique du travail, et de manière générale, pour qui Bruxelles est vraiment une région attractive. Donc, j'ai fait une analyse de données secondaires. J'ai fait, donc, c'était des données qui étaient déjà existantes à la Commission européenne, mais j'ai fait aussi une enquête originale, mixte, à l'aide donc de questionnaires. C'est pour ça que j'ai un PowerPoint, parce que j'aimerais bien vous présenter
un certain nombre quand même de données, parce que c'est toujours intéressant. Donc, quels que soient les travaux que j'ai faits, j'ai toujours moi-même, par exemple pour Erasmus, j'ai fait des séjours Erasmus. Donc, pour la Commission européenne, j'ai essayé même de devenir stagiaire. Hein. Alors, comme j'étais pas introduite, moi, malheureusement, j'ai pas, même si j'avais effacé des choses de mon curriculum, histoire de passer incognito, ça n'a pas marché. Mais voilà, donc j'ai fait une enquête mixte, des entretiens auprès de différents types et de l'observation directe. Je passe très rapidement parce que je pense qu'ici tout le monde connaît les différents statuts, les catégories des administrateurs, des assistants, etc., les différents types d'emplois temporaires. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais vous montrer les statuts d'emploi que j'ai étudiés. Vous donnez quand même une petite idée en fait des statistiques de la Commission qui généralement n'intéressent pas les stagiaires ni les intérimaires. Hein. Elles permettent pas de croiser non plus le statut d'emploi avec le sexe, la nationalité. On observe juste que les contractuels représentent quand même 20% de la Commission. Voilà. Donc après, pour certains, donc l'enquête qualitative montre qu'il y a des contractuels qui sont sur des emplois permanents, alors que théoriquement c'est un personnel temporaire qui peut pas être embauché sur de tels postes. Hein. Donc il y a aussi, on voit aussi tous les mouvements vers les agences extérieures, vers d'autres types les lobbies, etc. de ce personnel. Donc ça c'est une représentation de la répartition par âge selon le sexe qui montre une pyramide des âges qui est gonflée à la base pour les femmes et inversement réduite pour les hommes. Donc la montée en âge voit disparaître peu à peu les femmes. Hein, c'est ça qu'il faut quand même retenir. Donc je crois que c'est ici. Non, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je passe très rapidement sur la répartition par nationalité. Ce qui est intéressant dans la répartition par nationalité, c'est de voir que suivant les statuts, là aussi c'est pareil, par exemple, les nationalités du sud de l'Europe sont surreprésentées dans les statuts plutôt précaires. Bon, les Belges sont représentés d'autres pays occidentaux dans les statuts plus stables, etc. Et aussi, par rapport aux stagiaires, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de candidatures de personnel, de personnes de pays du Sud. Et donc, le ratio, hein, quand qui trouve une place à l'issue du processus des sélections, il est extrêmement faible. Par exemple, moi, j'avais comparé, bon, c'était avant le Brexit, hein, donc les Britanniques et les Italiens. Donc, 4% des Italiens, ils avaient trouvé une place à l'issue, contre 15% des Britanniques, par exemple. Donc, ici, c'est les usages des catégories indigènes. Donc, ça, c'est issu de l'analyse croisée, entretien, observation, analyse de contenu des questions ouvertes du questionnaire, l'utilisation de ces catégories et le passage d'une catégorie à l'autre, hein, qui ne se fait pas dans n'importe quel sens, pour n'importe quel individu, indépendamment de son parcours scolaire et de ses caractéristiques sociales, de genre. Donc, vous voyez qu'ici, le terme bubble, les privilèges, la déconnexion, hein, est beaucoup utilisé par les jeunes, hein, qui utilisent majoritairement ce vocabulaire, mais ils l'utilisent un peu différemment des fonctionnaires, je pense, parce que, par exemple, Paolo, qu'on avait interrogé, qui était intérimaire au début, devenu contractuel, il parle de bulles de savon, hein. Donc cette métaphore est intéressante parce qu'à la différence d'une cage solide, dorée, comme on en entend parler chez les fonctionnaires, la bulle de savon, elle est quand même éphémère, hein, fragile, hein, même si douce, hein, certainement. On ne parle pas d'une précarité qui est en tout cas en termes de salaire, etc. Mais c'est intéressant de voir aussi pour la variable âge et le statut d'emploi, les différences qui existent entre les catégories qu'utilisent ces jeunes, ces travailleurs temporaires. Donc, ils ne se considèrent pas vraiment comme appartenant à cette catégorie stabilisée de fonctionnaires privilégiés, mais ils ne se considèrent pas plus immigrés. Hein, ils aiment le terme expatriés. Même si certains d'entre eux ne souhaitent plus retourner vivre dans leur pays d'origine, ils veulent pas être assimilés à des immigrés, et donc et aussi ils veulent tracer un peu une frontière entre nous, les mobiles, et eux, les sédentaires, hein, qui sont souvent les Belges. Et donc on a aussi, j'ai étudié un petit peu les sociabilités, le fait de fréquenter sa propre communauté nationale. Elle divise un peu ces travailleurs communautaires entre ceux qui assument ouvertement des amitiés nationales essentiellement. Il y avait beaucoup d'Italiens dans ce cas-là parmi mes personnes que j'ai fréquentées, ceux qui disent fréquenter principalement des expats, d'autres qui disent avoir un réseau mixte.
Mais la présence de Belges, en fait, dans son cercle d'amis, en dehors de ceux qui travaillent à la Commission européenne, hein, est assez et la moins relatée en fait dans les discours. Hein. C'est par exemple le discours de Javier ici que je ne vais pas lire hein, parce que je pense que je n'aurai pas le temps. Voilà. J'ai des résultats aussi sur le milieu social d'origine, sur les différences qui existent entre, par exemple, les intérimaires, les contractuels, les stagiaires, qui viennent beaucoup, il faut le dire, de cette maison, qui sont en général d'origine beaucoup plus favorisées que d'autres types de statuts. Sur le capital scolaire et le capital culturel et international, j'ai beaucoup de choses aussi. Donc sur les travailleurs qualifiés des pays du Sud qui viennent de milieux quand même moins privilégiés en général. Et la plupart d'entre eux, quand même, ont un parcours particulier. Notamment, ils utilisent des moyens éducatifs distinctifs, le choix du multilinguisme, des cours sélectifs, les mobilités internationales, etc. Et c'est une population qui est fortement dotée en capitaux scolaires et qui affiche aussi volontiers ses performances. Donc, j'ai des exemples hein, de personnes passées, notamment un Italien par un concours type grande école en Italie, poursuivi des études à Bologne, un séjour Erasmus en France, passé le concours de l'ENS pour les étudiants étrangers, et puis a commencé à travailler donc à l'OCDE à Paris, a fait un stage à la Commission, etc. Donc, c'est ce genre de profil qu'on trouve beaucoup. Ici, c'est pour vous montrer un peu schématiquement les statuts d'emploi et en fonction d'où viennent hein, en termes de discipline. Hein. Donc, elle montre qu'il existe bien des profils d'études. Notre enquête quantitative, hein, donc à l'issue de cette enquête qualitative, on s'apercevait bien qu'il y avait des profils d'études et des filières particulières qui menaient à la Commission européenne de Bruxelles. Et donc, on le voit ici dans le résultat des questionnaires. Et on voit aussi que les études de droit et sciences politiques sont les plus représentées dans quasiment tous les statuts d'emploi, à l'exception de fonctionnaires, où ces études il y a beaucoup de personnes qui viennent de filières d'économie, business, management, gestion, administration. Donc, la plupart des personnes interrogées, observées, ils n'ont pas une trajectoire linéaire, hein, ceux qui ne sont pas donc stables à la Commission. Donc, il y a une perspective d'un bon salaire qui encourage de nombreux intérimaires à venir à Bruxelles. Donc, les diplômés de l'enseignement supérieur massifié sont conscients de ne pas disposer d'un pouvoir de marché, on va dire, particulièrement fort. Donc, débuter leur carrière à l'étranger et une stratégie de compensation. Alors, j'ai toute une série de résultats sur les espaces de conjugalité solitaire que ça crée, un let couple, living apart together as a couple. Mais je ne vais pas en parler parce que voilà, pas assez de temps. Donc, travailler à la Commission européenne peut être également le résultat d'un choix de carrière européen réalisé plus tôt hein, dans les milieux favorisés. Et c'est un graphique, celui-ci, qui permet d'observer la mobilité entre les statuts d'emploi, que nous avons aussi observé dans notre enquête qualitative donc sur plusieurs années, et il illustre que ce qu'on pourrait appeler paradoxalement une sédentarité de l'international. Donc, pour conclure, hein, et pas trop dépasser mon temps, on va dire que notre enquête a fait ressortir surtout des différences notables hein, parmi cette élite européenne, entre d'une part ceux qui ont choisi l'Europe précocement, hein, depuis le choix même de leurs études, et d'autre part ceux dont le parcours de mobilité se sont dessinés un peu, faute de pouvoir trouver dans leurs pays respectifs, on va dire, une place conforme à leurs attentes, et qu'il y a une concurrence entre les individus et la mobilité des élites qui est entretenue par la segmentation du marché du travail et des classements officiels des catégories d'emploi. Et les catégories indigènes, quant à elles participent à façonner ces rapports sociaux au sein de la bulle donc européenne. Et nous contribuons ici un peu à démystifier cette catégorie indigène du cadre nomade, souvent appliqué sans examen sur la réalité sociale. Voilà pour faire... Ok, merci beaucoup Magali. Ton travail me donne à penser aussi au travail de Sébastien Michon sur son Oui. dernier livre sur à l'école des eurocrates, où effectivement il y a toute cette question qui joue des rapports aux études, à la famille, des mécanismes d'autocensure, d'hypercorrection devant ce que peut représenter Bruxelles, etc. Et je pense que ça fait bien écho également à ça. Alors on garde notre fil rouge sur ces questions de transformation à la fois et de bataille autour des hiérarchies internes dans les institutions, avec le travail d'Estelle
de l'Aisne qui a une double originalité, voire triple dans la conjoncture. La première, c'est de travailler sur le Parlement européen. La seconde, c'est de travailler sur le Parlement européen à partir des groupes politiques d'extrême droite, qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on précisément étudie toujours et qui posent là aussi toute une série de questions quant à l'action au terrain. Et évidemment, on peut faire un écho à l'actualité du pays que je connais le moins mal, puisque l'entrée en force de parlementaires du Front National va peut-être changer la donne, y compris d'ailleurs vers des migrations de parlementaires européens qui vont retourner au pays. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe d'organisation pour la tenue de cet événement et puis pour la qualité de l'organisation pratique aussi logistique. Donc moi, effectivement, j'ai soutenu ma thèse en octobre 2021, là donc très récemment, et c'est une thèse qui s'intéresse aux connexions en fait entre extrémisme de droite et parlementarisme. Donc j'ai pris comme cas d'étude le Parlement européen, qui est un parlement dans lequel l'extrême droite réalise des scores importants depuis les années 70 et qui permettent en effet aux équipes parlementaires d'extrême droite de se former, de recruter du personnel et de s'allier avec des partis européens de plusieurs pays, d'établir et de consolider des liens avec toute une série d'acteurs et d'actrices dans le champ de l'Europe. Donc c'est un Parlement européen qui a des spécificités, des caractéristiques qui constituent la culture institutionnelle qui nous intéresse donc dans cette table ronde. C'est-à-dire que la politique est particulièrement technique et consensuelle, même si ça a pu susciter des réticences, l'établissement de cette manière de procéder, comme on a pu voir dans l'intervention de Marc Abélès. Et puis, il y a une politique qui s'établit à un échelon qui est particulier, qui est l'échelon supranational, et donc une institution qui a un fonctionnement particulièrement plurilingue et multiculturel. Donc moi, j'ai débuté mon ethnographie en 2015. Donc même si en 2015, il me fallait toujours une accréditation pour rentrer au Parlement européen, et s'il a fallu aussi convaincre les personnes de participer à une étude, une enquête sociologique, j'ai eu accès, avant même d'arriver à Bruxelles, à une trentaine d'années de travaux empiriques sur l'Europe, donc menés par des sociologues et des anthropologues. Donc moi, j'ai pas eu peur vraiment de pousser la porte d'une institution européenne en ethnographe, et c'était bien parce que j'avais en héritage donc toute une série de travaux qui avaient ouvert le bal, un peu pour reprendre l'expression de George Ross, qui avait pu poser déjà un regard scientifique sur tels objets, donc une institution européenne. Et donc les empiries réalisées ont pu nourrir un peu mon imagination sociologique et j'ai pu penser avec, et j'ai pu me demander rapidement sur le terrain, est-ce que des eurodéputés RN, donc les membres de leur équipe aussi, peuvent être des homo communautarius, pour reprendre l'expression de Marc Abélès, donc dans quelle mesure des élus d'extrême droite peuvent adopter des aspects de la culture européenne, comment s'adaptent-ils et elles à des environnements plurinationaux et comment se servent-ils des règles parlementaires consensuelles? Est-ce qu'ils sont toujours en fait dans de la confrontation ou est-ce qu'ils sont aussi en mesure en fait de jouer le jeu parlementaire? Donc prendre pour objet des membres d'un parti en opposition à l'Europe et en opposition même parfois au Parlement, il peut avoir des propos très antiparlementaristes, qui forment un groupe qui est minoritaire, c'est aussi une invitation à considérer une part marginale de la démocratie qui se nourrit d'une culture institutionnelle pour mieux la subvertir. Donc en commençant mon doctorat de sociologie, je savais que je pouvais trouver le politique et le quotidien du Parlement européen dans des espaces aussi divers que des salles de sport attendantes, des after-work place du Luxembourg et évidemment aussi donc les commissions parlementaires, les sessions plénières et puis les couloirs. Donc j'avais aussi à ma disposition toute une série d'enquêtes prosopographiques de certains personnels du Parlement européen, les élus, les assistants et les assistantes parlementaires, les fonctionnaires, les lobbyistes. Et donc j'avais pu directement me demander à quoi ça ressemblait en fait la vie quotidienne au Parlement européen de membres d'équipes parlementaires d'extrême droite et surtout comment, en fonction de leur profil sociologique, ils et elles se socialisent à des espaces, comment ils s'approprient des aspects de la culture propre au Parlement européen. Donc j'ai réalisé environ 80 entretiens, j'ai pu observer aussi des espaces divers, donc ce que j'ai mentionné un petit peu, lors de la 8e législature, et puis j'ai pu m'adosser aussi sur des archives du Parlement européen, sur des archives personnelles d'eurodéputés, RN ou autres, pour faire revivre des législatures antérieures et à partir des témoignages et de documents archivistiques. Donc les principales conclusions que j'ai pu tirer de mon enquête, qui viennent donc compléter les travaux existants, sont que les équipes parlementaires d'extrême droite ne sont pas nécessairement désajustées à la culture parlementaire européenne,
Les militants et militantes d'extrême droite qui sont recrutés dans des bureaux partagent des traits prosopographiques avec des membres des équipes parlementaires en général, que ce soit leurs origines sociales, puisqu'ils et elles sont pour la plupart issus en fait des catégories sociales dominantes. Ils ont le même niveau de diplôme en général que les élus, que les autres élus ou que les assistants et assistantes parlementaires, et ils ont à peu près les mêmes filières d'études. Donc, en effet, les députés européens du Front National et leurs collaboratrices détiennent de leur parcours universitaire ou de leur carrière antérieure suffisamment de compétences et des exits adéquats pour se sentir parfaitement à l'aise dans une institution technique, dans une institution qui est aussi multiculturelle. Donc, certains d'entre elles et eux ont une double nationalité, par exemple. Ils ont un parent dans leur famille qui n'est pas français. Ils parlent différentes langues. Ils ont l'habitude de beaucoup voyager ou ils ont déjà vécu à l'étranger avant d'arriver à Bruxelles. Et donc, bien que fervents nationalistes, ils et elles sont nombreuses et nombreux à adopter le langage de Volapük, tel qu'a pu le décrire Marc Abélès. C'est donc cette sorte de mélange entre termes techniques propres au vocabulaire de la politique européenne et de type de franglais. Donc, en étant des militants et des militantes d'extrême droite issus des couches favorisées de la société, le Parlement européen apparaît comme un premier emploi ou un stage qui est prestigieux et qui est en mesure d'offrir des salaires confortables en adéquation avec leurs aspirations. Donc, c'est une sorte de suite logique après des études en droit ou après Sciences Po, parfois avec une spécialité études européennes. Donc, on peut faire un premier constat de la culturation possible cette extrême droite de militants élitaires dans la bulle du fait de l'existence préalable de dispositions, d'habitudes et de capitaux sociaux et scolaires notamment. Donc, c'est une extrême droite en col blanc qui peut going native, si on reprend aussi l'expression de Roger Scully, puisqu'elle arrive à Bruxelles, parfois pour s'installer, et puisqu'elle a des carrières pour certains qui sont très longues au sein du Parlement européen ou au sein d'autres institutions européennes. Il y a certains eurodéputés qui sont restés plus de 30 ans, et il y a certains assistants parlementaires aussi qui ont plus de 30 ans de carrière au sein du Parlement européen. Puisqu'une fois arrivé, quand on est diplômé de Sciences Po, on peut être en mesure de rédiger des amendements sur des directives techniques, d'identifier et de contacter des lobbyistes conservateurs, mais aussi plus généralement d'adopter des codes et des règles de courtoisie d'usage dans les différentes instances parlementaires. Et donc on peut tout à fait investir le Parlement européen en technocrate d'extrême droite ou en opposant. Donc, au-delà des capitaux individuels propres aux membres de ces équipes d'extrême droite, il se trouve que la démocratie européenne est aussi organisée de telle sorte à offrir des prises à un petit groupe parlementaire d'extrême droite. Donc, l'institution européenne délibérative n'est pas tout à fait un parlement comme les autres. Il y a une histoire, il y a une place dans le triangle institutionnel qui, du fait de son aspect aussi supranational, offre des ressources en fait à l'extrême droite. Le fait même d'être eurodéputé donne déjà accès à toute une série de ressources symboliques et financières, mais par exemple, le fait d'être plurinational autorise, notamment dans le règlement intérieur, des rapprochements, puisque le règlement intérieur du Parlement européen invite les partis de différentes nationalités à se conglomérer, à se rencontrer et donc à négocier ensemble pour former des alliances. Et l'institution parlementaire devient ensuite le théâtre de ces alliances. Donc, autre exemple, la politique du consensus vise à établir des positions claires du Parlement européen par rapport à aux autres institutions, donc la Commission et le Conseil. Et donc, lorsqu'on trouve un rapporteur ou une rapporteure du RN qui refuse d'incarner le compromis, cette personne peut chambouler les équilibres interinstitutionnels et acquérir une capacité à influencer en fait la politique européenne. Et donc, enfin, peut-être dernier résultat, pour pas être trop long non plus, les personnes rencontrées peuvent aussi revêtir des habits neutres ou se servir de l'institution comme une sorte de caisse de résonance pour valoriser des doctrines sur l'immigration, sur le genre, sur la religion notamment. Donc, être élu dans une institution délibérative respectable qui ait adopté le consensus n'implique pas que les élus du Rassemblement national déradicalisent leurs propos. Donc, au cours de leur mandat, les cadres du RN investissent alors une posture contestataire qui n'a pas pour objectif ultime de jouer le jeu de la politique européenne dominante. Donc, c'est pas forcément le but d'un député RN d'acquérir des responsabilités au sein du Parlement européen, par exemple, mais ils ont à cœur, par contre, de cultiver certaines marges de l'institution en occupant une position d'outsider au sein de celle-ci. Et donc, à mesure que l'extrême droite forme un ou plusieurs groupes, elle est aussi en mesure de renforcer des liens externes en se connectant avec des lobbies ou d'autres associations conservatrices, où elle peut aussi alourdir le processus décisionnel en refusant d'établir des positions consensuelles à l'échelle du Parlement européen, ce qui affaiblit ensuite l'institution dans son ensemble.
Mais c'est une des spécificités des institutions européennes aussi, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est que les compétences de ces institutions, elles évoluent en fait constamment, et c'est le cas du Parlement européen. Donc il y a une histoire qui est marquée par de constantes évolutions. Et certaines sont contemporaines, donc par exemple le fait qu'en interne, on constate une certaine polarisation en fait politique aussi au sein du Parlement européen. Les groupes majoritaires sont numériquement moins importants et sont donc amenés aussi à constituer des coalitions, et notamment parfois un peu éphémères avec des plus petits groupes. Et puis il y a aussi une autre évolution un peu notable qui est la procédure de codécision au sein, enfin qui aboutit à plus de liens aussi entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Et ça, c'est aussi une évolution notable. Donc, ce sont des évolutions qui invitent à continuer à observer les manières dont l'extrême droite peut se former et s'approprier la démocratie européenne, et alors même que les extrêmes droites sont de plus en plus au pouvoir dans des pays européens, effectivement. Et moi, d'ailleurs, j'ai trouvé passionnant l'analyse qui a été faite en interne dans la DG de la Commission européenne, dans votre livre, Frédéric Mérand, sur les réactions que ça peut susciter en fait en interne dans la Commission. Et puis il y a d'autres travaux aussi au sein du Conseil de l'Union européenne par Cécile Lecomte, qui analyse aussi comment en fait on essaie de se saisir de ces questions-là, de la montée des extrêmes en Europe, et comment on réfléchit à tout ça. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, et j'ai hâte des échanges qui vont suivre. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous montrez comment finalement on peut très bien faire carrière contre, à peu près avec les mêmes propriétés que les autres, et que la marginalité politique n'est pas nécessairement, ne recoupe pas nécessairement d'autres de marginalités, en particulier sociales. Bref, peut-être George, tu peux initier éventuellement quelques questions, et puis je donnerai la parole à la salle. Ah, tu n'as pas ton micro. Toujours pas. Alors, toujours pas de micro. Ça va. C'est bon, ça marche. Ah bon, la modernité, c'est difficile pour moi. Bon, hello, I'm going to speak French. I'm going to speak English because that's where I come from. By the way, have a nice day. I'm in the middle of the Quebec countryside, surrounded by a lake and green leaves. And I wish I were there, but I'm happy I'm here. I just wanted to, I'll be very brief. I wanted to describe an experience that I had after I wrote the book about the Delors people. My thesis doctoral advisor at Harvard was Barrington Moore Jr. I don't know whether you know who he was, but he's really a great American comparative historical sociologist, a Weberian of the highest quality. And I gave him the book to read, and this is an experience you probably felt in your careers. I gave him the book to read, and we're very good friends. And the first remark was, George, how could you possibly believe what those people say about what they do? I.e., that your evidence, your data is totally unreliable, and don't tell us anything. And then I tried to persuade him that there was more to it than that, and all kinds of things that I'll say in a minute. And he was absolutely unpersuadable. And I think this is probably a common experience that many of us have had. This kind of work is regarded by hard-nosed others, including the best of the hard-nosed others, as something that people do in their part-time to have fun. I had done a bit of participant observation and read an awful lot of it in political sociology and training already before I went to Brussels. And it was a really good experience. And it was a parallel to what I did in Brussels, only in a very strange way. My wife and I were in Paris on sabbatical, and we got involved with a crowd of Euro-communists in Paris 13e. And we did an ethnography about their experiences as they were beaten and crushed to political death by Georges Marchais. And it was a wonderful group of people who lost and lost and lost.
They kept on doing what they wanted to do afterwards, but with the biggest lesson from all of that was that if you found people who were sort of in crisis and loved what they were doing and really believed in what they were doing, just let them explain what they were up to and watch them do it. It was very easy kind of work. You just take notes and then you try to figure out what the structures are around it. But that made, I think it made Frédéric's work and mine probably different from a lot of others. I mean, these were people who were really engaged and they were really happy, in some sense, really happy to have us around so that we could sort of try to make sense of it for ourselves. The moment with the commission was very similar. I managed to, by all bizarre means, get invited to do participant observation at the Delors Cabinet, but it was a moment of crisis. It was a moment of huge crisis for the European Union. It wasn't an ordinary moment. There was something else. So, and that was part of my interest. It was the critical juncture around the Delors presidency, which was a huge moment of response to challenges and change, which was one of the more successful moments in the history of the European Union, as everybody knows. But it was also a moment of great urgency. Routine was not what was on the table. Making things happen so that we could respond to these huge crises manifestations was really what it was all about. And by the way, I should mention that I'm very happy to be the literary grandfather of Frédéric Meyron. It's nice to be a grandfather. And the people I worked with in Brussels were not ordinary people you do participant observation with. This was a group of people who were in a crusade in many ways. They had to produce coherence out of the monstrous machine, which was and is, and even more monstrous, the European Commission, with its different directors generals who thought they were presidents of the world, with the people of different nationalities, etc., and who were fighting about the crisis resolution. It was a very complicated situation and a very interesting one. The folks I worked with, there were only 10 of them or 11 of them, were pretty much grands écoles français, except for 2 or 3 foreigners who were also sort of their equivalent and from other places. And they worked like dogs. They really worked. I've never seen anybody work like this before. And they were all people of the center left. I'll explain that in a second. And this was a unique situation because the president of the commission, who would have ordinarily been more present in the lives of the équipe, he was off negotiating the Maastricht Treaty. It was the Maastricht year. So the cabinet was under the direction of Pascal Lamy. You heard him earlier, I presume, who was one of the more gifted people I've ever known in my life. And these people were, just benevolent civil servants who had commitments and knew they were in a situation where if they didn't do what they were supposed to do, things wouldn't work out. But the things that wouldn't work out were very, very serious because it was a crisis. The work was terrible, hard. And the other thing they did was to try to do the work of the president of the commission to make the commission function in conformity with the program of the president, which was a very kind of reformist program, but it was also a center-left reformist program. So there was a political side to it, which was very, very difficult because the commission itself was very, very divided politically. The most interesting people, besides the Delors people I worked with, were the British cabinet, who were Thatcherites. And they were really fighting like hell with everybody else all the time. But the basic situation was in the perspective of the commission, not the Maastricht negotiations, but the commission and its production at this point in time was, from the point of view of the cabinet, was
do old-style political work, kind of center-left reformism, because the European Union had fallen behind globalization and was under attack by neoliberalism. But it's as simple as that. And, you know, try to come up with the reforms and push them through that would make a difference for Europe, allow it to catch up with the rest of the industrialized world in globalization and move forward. And so it was a moment of, again, it was like the communists. They were working against all bad odds, and when I was there, they wanted to tell me about that, and they wanted to talk to me about that, and they wanted me to watch them do it, which was about as easy as anything I've ever done in my life, except walking around the countryside in Quebec. It was a wonderful experience. These people were great. Although they were all different, and well, you know all that. You've all done that kind of work. So, and the rest of it's all like Frédéric's book. So, except 25 years later. Anyway, enough. I've talked enough. Ciao. Ok, merci Georges. Est-ce que peut-être d'autres questions? Je vois qu'on croise plusieurs choses. Le fait qu'on met bout à bout différentes études qui ont emprunté à l'ethnographie, donc on les met sur un continuum de 30 ans, fait par contraste ressurgir un peu la question des conjonctures historiques, donc des conjonctures critiques, ce qui fait du même coup surgir aussi la question de la direction politique. Je trouve que c'est intéressant par contraste, et puis cette espèce de tension qui peut exister entre effectivement le sens de la croisade, comme tu disais, des moments de surchauffe, alors qu'on peut retrouver aussi au Conseil dans le bouquin de Luc Midelard, par exemple, etc. Donc on sent que là, il y a une tension extrême au fond, et puis au contraire, des choses qui sont plus de l'ordre de la professionnalisation, routinisation, homogénéisation des propriétés, lissage en quelque sorte, qui fait que finalement, dans le rapport entre la critique et le reste, certaines frontières attendues peuvent avoir tendance, occasionnellement en tout cas, à s'estomper. Voilà. Ça peut être matière à débat. Il y a d'autres questions. Vous pouvez y répondre. Vous avez aussi la parole pour la salle. Je vais retranscrire pour ceux qui nous écoutent de loin. Enfin, répéter. Ou alors, il y a un micro qui tourne. Ben, ça, ce serait... Oui. Voilà. Ben, Christian Lequesne, c'est encore préférable, évidemment. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est Christian Lequesne. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je vous vois très bien, en tout cas. Voilà. Alors, plusieurs questions. Je vais poser des questions en français et en anglais. Tout d'abord, what is interesting in what you said, George, about the law experience is that we get the impression in reading your book and in listening to you now that, well, it changed a bit the function, you know, because you remember the legacy of this function was very much primus inter pares, when he decided to be a president a bit like a French president, right? And I remember very well having discussions at this time with people from the other cabinets who said, well, he's introducing, you know, the French way of governing in the commission, and this is something absolutely unacceptable, etc. I remember very well this kind of critique coming from the Dutch cabinet, for instance, Andriessen at this time. Did you get, but as a researcher, did you get the impression that the socialization in the French context of Delors himself, but also of Pascal Lamy, etc., played a role in the way they exercised the leadership inside the European Commission at this time? My question to Pavel, I think there is a fantastic research agenda around this question of
adaptation of new member states to the European institutions. But you didn't talk so much, Pavel, about the ideological mental map of the people, you know, who came from let's say, the Visegrad countries to be not too broad. What about their relationship to the normative idea of Europe, right? Is it something important for them, or are they just civil servant because it's a good job, it's well paid, it's relatively secured? I would like to hear you a bit more about that. Magali, vous avez parlé des 20% de contractuels. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'il y a effectivement une catégorie comme ça de gens hyper diplômés et mobiles qui sont dans une sorte, je dirais pas de précarité, mais d'incertitude liée au renouvellement de leur contrat, etc., et qui choisissent finalement cette vie et qui composent une nouvelle forme d'émigration aussi. Parce que vous les retrouvez pas seulement dans les institutions européennes. Moi, je suis en train de faire un livre sur les Français de l'étranger. Je peux vous dire qu'on les retrouve aussi en Grande-Bretagne. On les retrouve beaucoup dans les pays européens, les autres pays européens aussi, dans tout un tas d'emplois. Donc finalement, est-ce que ça constitue une nouvelle catégorie de migrants? C'est un peu ça la question que je voudrais vous poser, en sachant qu'on a très peu, on travaille très peu sur les migrants venant des pays du Nord. Hein, on a bien sûr, on commence à avoir des études, mais finalement pas tant que ça. Et ma question pour Estelle, c'est vous nous avez dit de façon très convaincante que les élus, cadres du Rassemblement national venaient eux aussi des couches privilégiées de la société. Mais est-ce que vous limitez simplement à cette catégorie couche privilégiée de la société, ou est-ce que vous allez un peu plus loin? Parce que finalement, il y a différentes couches privilégiées de la société, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais savoir un peu plus sur justement quel type de milieu, vous voyez, parce qu'on peut être originaire d'un milieu privilégié libéral, d'un milieu conservateur, d'un milieu, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Voilà, merci. Donc on fait ce premier tour de questions-réponses. Et puis je ne sais pas, peut-être Marc, vous voudriez aussi intervenir par rapport à ces travaux qui ont succédé aux vôtres. Mais on fait d'abord ce premier tour de questions. Et Tim, tu auras une question aussi, d'accord? Dans l'ordre, non? Oui. Donc Frédéric, c'est plutôt toi qui commencerait par répondre à Georges et à Christian. Je ne sais pas si tu m'entends. J'entends très bien. J'ai tellement eu de discussions avec Georges que je ne sais plus à quoi je dois répondre exactement. Non, j'aurais tendance à... Parce que tu avais posé une question aussi sur la politique. Qu'est-ce qui avait changé, Didier? Et ça fait un écho avec Georges. Mais je vais garder... Je préférais laisser les autres répondre. Et puis si on a le temps, j'aimerais bien qu'on y revienne à la question de la stratégie politique. Était-elle plus claire à l'époque de Delors qu'aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait avoir une brève conversation là-dessus, mais je préfère laisser mes co-panélistes donner leur propre réponse d'abord, si c'est possible. Merci. Ok, bah Pavel alors, c'est à toi. Pavel, you have the floor. Okay, great. Thank you for a very interesting question. I think, the reality is, of course, more complex than, just referring, how do they refer to normative idea of Europe? And most of them, they were young, they were graduates of, prestigious universities in Poland, and they did share this normative idea of, progressive, rational, modern Europe. But if you looked more deeply or carefully into their idea, you would find out that it's more like kind of a alternative Europe. It's not completely this emancipatory Europe that gives freedom to everyone in this liberal terms, but it was often quite conservative or based on so-called Christian values. So and these lines, they were going through also this Polish community. So some of them would share this normative idea and would
really want to belong to that idea, and others were more skeptical about it. And I think, this reflects also how these debates are now going on in Poland. And, also that brings me to the fact that that's why European institutions are so good to research, to make research on Europe, because you can anticipate through looking at them, anticipate a lot of different things that might be going on in the member states. But I think also, I think it's also a question on relationality of this normative Europe, Once the alternative Europe, so I call it, more conservative one is there, the more normative and progressive and emancipatory Europe has more, power. And these things just, somehow reinforce each other. I think that would be my answer to your question. OK. Oui, donc effectivement, les 20%, c'est uniquement les contractuels, contractual agents, parce qu'il y a aussi tous les intérimaires, tous les services externalisés, de plus en plus. C'est ce principe-là ça érode de plus en plus, en fait, l'emploi stable. Donc, évidemment, comme je disais, c'est un lieu emblématique, mais c'est pas le seul de cette migration qui est highly skilled migration, je dirais, et qui n'est pas étonnante étant donné effectivement la massification scolaire, le fait qu'il y ait de plus en plus de diplômés et des personnes qui arrivent à des niveaux assez élevés, notamment dans l'enseignement supérieur, et en fonction, comme je le disais, des pays, j'ai pas pu approfondir, mais dans certains pays, il y a ce qu'un Italien Barbagli il appelait la désoccupation intellettuale, donc c'est le chômage intellectuel de certaines, puisqu'en fait, dans certains pays, il y a entre la demande d'emploi, enfin en tout cas qui est assez peu qualifiée, des petites entreprises comme en Italie, petites et moyennes entreprises qui n'embauchent pas beaucoup de gens qualifiés, et le nombre de gens qualifiés qui arrivent sur le marché du travail, une espèce de déséquilibre qui fait que beaucoup sont obligés de commencer une carrière à l'étranger. Et donc c'est une migration qui est de plus en plus fréquente et de plus en plus qualifiée. Et donc effectivement, moi c'est ça qui m'intéressait justement d'étudier et de montrer aussi qu'ils n'avaient pas tous, même si c'était pas une précarité au sens où les salaires sont bas, etc. Mais il y avait beaucoup d'incertitudes, ça créait beaucoup comme je disais, d'espaces de conjugalité solidaire, ça pouvait faire rester très longtemps des couples à distance, des problèmes de conciliation entre la vie familiale, le travail, etc. Donc ça crée des problématiques qui sont intéressantes aujourd'hui, à mon avis, à étudier. Mais bon, évidemment, là, la migration qualifiée n'est pas vue comme un problème social, contrairement à la migration en col bleu, pour aller très vite. La migration aussi, on a affaire à une migration en col blanc. Et donc, c'est vrai que n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Et pourtant, c'est intéressant parce que d'un côté, quand on regarde les études de l'INED, par exemple, où on parle de problèmes d'intégration quand il s'agit de parler de sa propre langue, d'être dans un entre-soi, etc., sont toutes des problématiques que si on les applique, cette question sociale, si on applique à une certaine population qualifiée, etc., on a les mêmes critères et pourtant, ça ne pose pas de problème. En fait, on ne le considère pas comme un problème social quand il s'agit de la highly skilled migration, justement. Alors que là où on va dire aux immigrés, mais vous n'êtes pas intégrés, il faut s'intégrer, il faut parler sa propre langue, etc. Bon, je le disait un peu Anne-Catherine Wagner aussi quand elle étudie les cadres mondiaux de l'internationalisation, qui sont dans un entre-soi, les écoles américaines, qui fréquentent les écoles américaines, parlent uniquement leur langue, même s'ils sont dans un pays étranger. Et moi, je trouvais ça intéressant, justement, d'étudier ça. Alors après, voilà, toute l'externalisation et tout ce que ça crée comme emploi et toutes les personnes qui sont dans l'intérim, etc. à Bruxelles, ça mériterait une étude en soi que je n'ai pas faite, mais j'ai pu appréhender quelques aspects. Mais voilà, c'est intéressant. J'en profite puisque j'ai la parole pour, comme ça, c'est après ça te donne. Moi, comme j'habitais juste derrière le Berlaymont, il y avait un pub et c'était le pub de Farage à l'époque. Et donc, il venait boire de ses bières ici. Et un jour, j'étais avec un journaliste italien. Il m'a dit, viens, on va interroger Farage, etc. Parce que c'est au moment de la polémique où, en fait, il avait utilisé des fonds européens
pour son fils, là, je sais plus c'était quoi cette histoire-là, mais bon bref. Et en fait, il avait payé un appartement à son fils à Londres grâce aux fonds européens auxquels les gens lui disaient mais pourquoi vous avez pris cet argent à l'Europe puisque vous considérez que justement, donc avant le Brexit, c'est assez intéressant la façon dont justement ces personnes, enfin l'extrême droite en fait se comporte à Bruxelles, utilise Bruxelles et finalement voilà, en conservant un discours hyper stéréotypé sur, je me rappelle très bien parce que j'étais là quand il a fait son entretien sur les différences, nous les Anglais, on n'est pas des Italiens, c'est pas possible, on peut pas travailler ensemble parce que si, parce que là, etc. Ça. Qui d'ailleurs, par rapport à ce que disait Pascal Lamy, me fait un peu sourire aussi, parce que voilà, comme si en fait tous les Italiens aimaient le foot et aller en foot avec leur famille, leurs amis, j'ai pas compris, mais enfin moi j'ai toujours vu une espèce de mixte entre les deux, quoi. Mais voilà, donc avec des idées très très fixes sur ce qu'est un Italien, ce qu'est un Anglais, ce qu'est un Français, etc., etc. Donc, je te laisse le floor. Bah oui, merci beaucoup pour la question et ce qui me permet un peu de préciser effectivement, puisque en fait il y a au moment d'arriver à Bruxelles des militants d'extrême droite qui sont plutôt, alors moi les critères que j'avais un peu pris c'était les origines sociales, enfin du coup profession un peu des parents, c'était les professions exercées préalablement aussi quand il y avait des professions exercées, les types de capitaux scolaires aussi, donc d'institutions plus ou moins prestigieuses, et ce qui me permettait quand même de voir que c'était des personnes issues de ces couches sociales privilégiées qui se retrouvaient en fait au sein de l'Union européenne dans un groupe particulier. Et moi, je pense qu'en inscrivant aussi ma thèse en sociologie des élites, j'avais un peu à cœur quand même de rappeler qu'en fait, qu'il reste des militants d'extrême droite qui sont enfin, en col blanc, qui appartiennent quand même aux couches sociales favorisées, malgré ce que eux-mêmes peuvent en fait raconter, en fait, malgré le fait qu'ils puissent eux des fois se comparer en fait au boulangisme, enfin plutôt essayer d'émettre ce genre de comparaison. Et puis effectivement, quand on arrive sur le terrain, dans ce type de groupe, on constate tout de suite l'hétérogénéité en fait. On constate tout de suite qu'il y a des personnes qui n'ont pas exactement les mêmes types de dispositions, qui se comportent différemment en fait. Et là, après, ça a pu donner lieu à une observation un peu plus fine en fait des cas, des manières dont les dispositions peuvent en fait s'ouvrir, se caractériser en fait au sein de l'institution parlementaire, comment les différents existent aussi viennent se confronter. Donc on est quand même tout le temps sur des personnes qui sont quand même des classes supérieures et des classes moyennes supérieures en fait. Donc on n'a jamais des personnes issues des classes sociales populaires, etc. Donc moi j'ai un peu regroupé toutes ces classes un peu hétérogènes effectivement sous cette appellation-ci aussi pour inscrire aussi la thèse en sociologie des élites. Bien, ça recoute des discussions que nous avons eues en d'autres lieux et d'autres temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on a deux questions. Si à George, ça me fait plaisir d'entendre parler de Barrington Moore, parce que dans un registre théorique malgré tout proche, Perry Anderson devrait nous faire l'honneur et le plaisir de venir faire une conférence précisément à Bruges, donc pour faire ce parallèle. Il y avait deux questions, Tim et Jim. Vous aussi. Alors, le micro va circuler. Voilà. Yes, hello to those people who can't see us. I'm Tim Beichelt from European University Viadrina, close to Berlin. And I made an observation on you or us who did observation in the sense of using an anthropological method. And I wonder if I'm going too far, but it seems to me that some of us use this method of participant observation in a sense from a more or less methodological perspective. It's a method which is used if no other methods are possible, especially if you want to zoom into something and when close looks are not possible, by other means. Whereas others, and Pavel even said it explicitly at one spot, where anthropology has the task of focusing on the marginalized or on the excluded. And in that sense, anthropology is then something like a normative choice, on guiding the perspective of the researcher to certain aspects.
and other aspects do not fall into the field of anthropology in a certain sense. Maybe the distinction is too strong, but I would like to bring it up because it also would help me to, to deal with the notion of, I'm doing political anthropology. There are very many schools, but two of them stand out here, I think. Merci beaucoup. Je m'appelle Jim Close. J'ai une assez longue carrière de practitioner. Je voudrais dire d'abord que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette idée de l'utilisation de la plateforme du Parlement européen comme plateforme pour les extrêmes. Il est tout à fait clair que Farage n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans le Parlement européen. C'est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça. Et donc, ça m'intéresse, ce genre de choses. J'ai par ailleurs une remarque générale et une question précise. La remarque générale, c'est que, et c'est dans la nature des choses, on parle énormément de la Commission, et la Commission est une institution extrêmement importante. Ce qui me manque toujours dans ce genre de débat, c'est un peu une vision beaucoup plus interinstitutionnelle. Parce que vous ne pouvez comprendre comment fonctionne la Commission que si vous voyez la Commission en rapport avec le Conseil européen et le Parlement européen. Et ça n'apparaît pratiquement jamais. George Ross a parlé de l'époque de l'or. On présente, moi j'étais présent, hein, donc on présente souvent Delors comme celui qui apportait toutes les idées et qui dirigeait l'Europe. Ce n'est pas vrai du tout. Ce qui était intéressant et la force de Delors, c'est le jeu, le interplay entre la Commission, lui qui était au Conseil européen, n'oubliez pas que le président de la Commission est au Conseil, et la Commission. Et en fait, la force de Delors n'était pas de dire aux États membres, aux chefs d'État et de gouvernement, Mitterrand et Kohl, ce qu'il fallait faire, c'est que sa force était de leur dire comment le faire. Bon, je fais simplement cette remarque, je ferme la parenthèse, parce que c'est la même chose. Et ce qui ne manque jamais, parce que peut-être pour une raison très simple, parce que je suis un peu brutal, puisque je suis maintenant aussi dans le think tank world, toutes les études sont financées soit par la Commission, soit par le Parlement européen, jamais par le Conseil. Et ça se voit. Le facteur Conseil, et même le facteur Conseil européen, bon, c'est en train de changer parce que les gens comprennent l'importance du Conseil européen pour la direction des choses, apparaît très peu. Je dis ça simplement, c'est pas une critique, c'est que, évidemment, si vous êtes embêté de la Commission, vous prenez l'angle de la Commission. Moi-même, j'étais pendant 5 ans chef de cabinet du président de la Commission. Je tiens un journal. À la fin de cette expérience, j'ai noté les choses, j'ai écrit 350 pages juste pour moi. J'ai donné à lire à une personne, c'était Pierre de Boissieu, qui est devenu mon chef au Conseil plus tard, qui a lu tout ça et qui est revenu en me disant « Jim, c'est passionnant ce que tu écris, mais j'ai une question à te poser. Où est le Conseil dans tout cela ?» Donc moi-même, je faisais partie de ce que je critique aujourd'hui, parce que j'étais tellement dans mon monde de la Commission que le Conseil n'existait à peine, alors que la Commission n'existe qu'en coopération. Enfin, désolé d'être un peu long, parce que c'est un point fondamental, je le dis aux jeunes aussi. Il faut beaucoup plus parler de l'Union européenne et des institutions. Il n'y a pas une seule institution qui peut faire quoi que ce soit sans les autres. Donc, n'oubliez jamais ça. J'ai une question précise à Pavel. Pavel, I have a question to you. You didn't mention this, I think. In your view, what happens around Ukraine right now, how will that influence the position of the Central and Eastern European countries in the EU? We've already seen that there has been a rapprochement with the Commission and with the Council on certain issues as far as Poland is concerned. We also see that the Visegrad 4 has become deeply divided because the Hungarians and the Poles are on extremely... I'd be interested to have your take on what the long-term effects of this will be. Thank you. Merci beaucoup, Juliette Dupont. Je suis assistante académique ici au collège. Donc j'ai une première question pour Magali Balator. Est-ce que vous avez aussi croisé dans votre enquête des travailleurs en fait qui sont pas communautaires? Et par exemple, quand on regarde la sociologie des mobilités étudiantes depuis les pays tiers, on voit que, à l'inverse de ce que vous décrivez, c'est plutôt des personnes qui viennent d'un milieu privilégié dans leur pays d'origine et qui font l'expérience d'un déclassement une fois en Europe. Donc est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez observé?
Et je me posais la question de comment ça façonne leurs propres usages de l'Europe par la suite. Et j'avais ensuite une question plutôt méthodologique pour Estelle Delaine. Donc sans présumer de vos propres positions, je me demandais si vous pouviez un peu plus nous en dire sur, pour reprendre un peu Martina Avenza, comment on étudie les groupes, comment on fait de l'anthropologie auprès de personnes et d'acteurs dont on ne partage pas forcément toutes les positions politiques. Merci. Ok, donc je fais la transition, peut-être en donnant deux références bibliographiques. D'abord, rappeler aussi le travail d'Adrienne Favel à propos précisément des migrations en col blanc. Et là, je pense qu'on peut organiser, Christian, si tu es d'accord, je te fais la proposition d'organiser un débat, au fond, avec lui, parce qu'à 15 ans quasiment, une quinzaine d'années à peu près son bouquin, à 15 ans de distance, ce serait très intéressant d'avoir deux études comparatives. Éventuellement, on peut se revoir pour ça. Et puis pour dire combien, évidemment, j'agrée et je suis d'accord avec la remarque de Jim sur l'interplay, donc peut-être le field of interplay. J'en profite pour faire un peu de publicité pour les deux numéros remarquables de la revue française d'administration publique sur le champ administratif européen, 180 et 181, qui précisément partent de ce point de vue qu'on ne peut étudier les institutions qu'ensemble et relationnellement d'une certaine façon. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de répondre dans l'ordre encore. Est-ce que cette fois, tu nous feras le plaisir de répondre, ou est-ce que tu passes encore la balle à Pavel directement? Non, j'aurais grand plaisir à répondre cette fois-ci, et d'autant plus que je commence à avoir faim. Mais three things. First, to Tim, very shortly, I mean, George mentioned his dissertation advisor, so I'll mention mine. I did my PhD in a department of sociology where everyone was studying the marginalized, often at the intersection of class, gender, race, and others. And I think that's tremendously important. But I remember that my dissertation advisor the first year said, why is it that we can't study the elite? We're supposed to be interested in power. And as sociologists or anthropologists or ethnographers, we should also, I think, turn our gaze on the elite and decision makers. So that stayed with me. I agree that it's also more comfortable for some people like me. You're wearing a suit and tie rather than having to put your life in a more risky position. But I think there are so many interesting things in the world, and that also includes, in my view, the elite. It's not a political point, but there's not enough of it. And I think that was also, Didier just mentioned, Adrian, that was also what he was trying to do, studying migration, but as in white-collar migration, because he felt that it wasn't very well covered in the discipline. Jim Clouse, je suis absolument d'accord avec vous. Vous avez soulevé un point méthodologique absolument fondamental, qui est évidemment celui du biais d'observation dans les enquêtes ethnographiques. Et en fait, ce n'est pas que Barrington Moore ou Perry Anderson, c'est une bonne partie de nos collègues en sciences politiques et en sociologie, mais particulièrement en sciences politiques, qui reprochent aux approches ethnographiques leur caractère inductif et donc l'incapacité que nous aurions, selon eux, à faire des inférences, parce que justement, notre point de vue est trop situé. Je pense que les ethnographes ont aussi une réponse qui est tout à fait appropriée à cette question-là. Évidemment, lorsqu'on fait des travaux, il faut simplement être très prudent. Le point d'observation est toujours situé. Ça rend les généralisations très, très compliquées à faire. Je pense qu'il faut, de manière générale, les éviter lorsqu'on travaille sur l'Union européenne. À mon avis, la plupart des travaux réussissent dans leur prudence à ne pas généraliser au fonctionnement des institutions européennes à partir du point de vue spécifique qui a été le leur. Mais ce que vous pointez du doigt, je crois, c'est le fait que la multiplication de travaux sur certaines institutions pourrait donner l'impression que ces institutions sont plus importantes que celles qui sont moins étudiées. Et là, la Commission n'est pas innocente. Évidemment, elle est très ouverte aux chercheurs, pas seulement aux ethnographes, de manière générale très ouverte aux chercheurs, peut-être parce qu'elle est justement en recherche de légitimité. Donc pour nous, c'est une chance, mais évidemment, il faut en être conscient. Ces affinités électives que les chercheurs ont eues
historiquement avec la Commission, y compris à travers les financements, est un point. Alors, on pourrait aussi encourager le Conseil à se montrer plus ouvert à la présence de chercheurs au sein de cette institution, encore la Cour de justice, afin de rétablir l'équilibre. Dernier point sur la politisation. Je réfléchissais à cet ouvrage de Nicolas Jabko, Playing the Market et Political Strategy for Uniting Europe, qui porte sur la même période que celle de George, sur la fin des années 80, début des années 90. Et moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que la Commission européenne a toujours été politique. Déjà dans la biographie de Roy Jenkins, président de la Commission européenne à la fin des années 70, il dit « Je vais mener une commission politique ». Donc, c'est un argument qui est ancien. En même temps, à l'époque, cette politisation ou cette stratégie politique, ce que moi j'appelle le travail politique, était euphémisée. C'est-à-dire que oui, il y avait une logique que l'on peut apparenter à la politique, mais de manière générale, d'abord la politique, ça voulait dire justement Uniting Europe, donc il y avait le projet fédéraliste qui était fortement associé, mais au-delà de ce projet fédéraliste, il y avait un peu une réticence à arborer des couleurs politiques de manière trop explicite. George en parle dans son livre, ils étaient tous chrétiens de gauche, mais la Commission ne le mettait quand même pas tellement de l'avant. Encore aujourd'hui, je pense que la pudeur demeure de mise. Le président de la Commission européenne ou la présidente aujourd'hui de la Commission européenne ne se promène pas partout en brandissant sa carte du Parti chrétien-démocrate. En même temps, le fait que le Parlement soit devenu un acteur si important et le fait que l'opinion publique s'intéresse bien davantage à l'Union européenne fait en sorte qu'il est devenu presque impossible de mettre de côté la politique et on en arrive à ce pari qui avait été celui de Jean-Claude Juncker, qui d'une certaine manière prolongeait les travaux des chercheurs en sciences politiques, notamment de Stefano Bartolini, de Simon Hicks, qui se posaient déjà la question quelques années plus tôt, finalement, la Commission européenne devrait-il dire ouvertement, nous sommes une institution politique, nous allons faire de la politique, nous faisons des gagnants et des perdants, et donc on ne peut pas y échapper. Et donc Jean-Claude Juncker a fait le pari qu'il fallait mieux le dire ouvertement que la Commission était politique, que c'était une façon finalement de, entre guillemets, sauver l'Europe. Moi, je pense que ce pari est réussi probablement, inévitable, presque certainement, mais il comporte évidemment des risques aussi très importants pour la légitimité de l'institution. Et c'est là où l'Union européenne demeure assez différente de toutes les autres organisations internationales. Donc je m'arrêterai ici, mais on pourra prolonger cette conversation une autre fois. Avec plaisir. Pavel? Yeah, thanks. Thank you for interesting questions. They are super complex, obviously. Maybe let me answer the question to, position of Poland and what is going to happen in context of war in Ukraine. Of course, this is a big question, and I don't really know. I can ask the God what is going to happen, but certainly the government is trying to capitalize on the crisis, and there is a strong discourse. And I can talk only about Poland. I think there are, as you already mentioned, huge differences between these countries. In Poland, there is a strong moralist discourse about moral superiority that is on one hand used to support Ukraine on its way to European Union, and that has also Polish colonial history to that. Moral superiority it's in itself comes also, from the Christianity of Poland and is also in a way colonial. But on the other hand, Polish government actually is trying to position itself as as also better because helping the Ukrainians, whereas the Germans and the West is not doing anything. And then, but today I read the survey in the biggest Polish daily that says that Poles are actually not afraid that Ukrainians will take their jobs away and stuff like that. So it can go either this or that way. What is happening also, this big support is anxiety and fear of the conflict.
And it stands obviously in a stark contrast to what was going on on the Belarus-Russian border, where there was, like blatant racism towards non-white people. So, it's a big question what is going to happen. I don't know. I can't really say. Certainly the government is trying to capitalize on that. But there are other issues like inflation and economic crisis probably coming up. As for Tim's question, I think, I would actually follow your strong thesis. I don't know what Marc Cabellet would say to that, but, anthropologists, they are very close to people. They try to reconstruct the way, make cultural analysis based on the reconstruction of life as they get to know it from the people they study. Whereas I think, and I don't want to offend here anyone, political scientists are actually utilizing mostly interviews, I think, to confirm their thesis based on, broader sociological theories. C'est un débat, en tout cas. Oui, je ne veux pas rentrer dans le débat, je pense. Je vais essayer juste de répondre à la question qui m'a été posée sur les travailleurs non communautaires. Donc, effectivement, donc, ça va être très court, puisque, en fait, effectivement, je n'ai pas étudié les non communautaires, puisque ce qui m'intéressait, c'était ceux qui avaient la libre circulation, enfin, qui tombaient sous le coup de cette libre circulation des travailleurs en Europe, sachant quand même qu'elle est conditionnelle. Hein, j'aime le rappeler, ça, parce qu'à l'époque où j'étais à Bruxelles, il y avait eu même des renvois en Italie, hein, parce qu'il faut quand même avoir les moyens de pouvoir, voilà, ça j'aime bien le rappeler dans ce genre de sujet. Mais effectivement, quand aujourd'hui je travaille sur les doctorants internationaux, et là c'est très très large, donc j'ai des doctorants provenant de différentes zones et aires géographiques, et effectivement ceux qui viennent de pays hors européens sont en moyenne d'origine sociale plus élevée que les doctorants nationaux, pour aller très très vite. Donc c'est intéressant effectivement de voir, ça serait intéressant effectivement d'étudier ces travailleurs que j'ai pas vus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que par exemple chez ceux que j'ai interrogés qui venaient de milieux très privilégiés, français et autres, le choix du collège, par exemple de cette institution, du Collège d'Europe de Bruges, était parfois un choix, c'était dû à un échec relatif dans leur pays d'origine. Hein. Pour pallier à cet échec relatif, par exemple, il faut rentrer dans des grandes écoles françaises très très prestigieuses. Ils n'avaient pas réussi et ils avaient choisi la voie européenne. Donc c'est effectivement pour certains une voie qui peut être aussi pas un premier choix, mais un choix second dû pour pallier un échec scolaire relatif pour des milieux très, 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 je dirais, privilégié par rapport à d'autres. Donc, effectivement, et là, bon, j'ai pas eu le temps de le dire, enfin, parce qu'il faudrait que je détaille énormément dans les différents statuts que j'ai étudiés. Il y a des choses très, très différentes entre un intérimaire, tous les secteurs informatiques, les secteurs informatiques qui sont externalisés. Donc, il y a énormément de personnes, là, par contre, qui viennent de milieux moins favorisés du Sud et de l'Europe centrale et de l'Est, etc., qui ont des emplois qui peuvent être extrêmement courts et donc être dans un... donc là, c'est vraiment d'autres types on va dire, de statut que le statut de stagiaire ou le statut même de contractual agent dont on parlait préalablement. Et ça mériterait aussi une étude en soi, donc j'ai pu que l'approcher de manière assez partielle, quoi. Merci pour la question et je pense en fait qu'on me l'a vraiment beaucoup posé. Hein. Comment on fait pour passer du temps, enfin vraiment plusieurs années auprès d'équipes parlementaires d'extrême droite. Et moi je pense que c'était une question que je me posais différemment en fait en rentrant sur le terrain. Je me demandais vraiment comment faire pour qu'ils m'acceptent, en fait, pour que je puisse passer du temps avec elles et eux. Comment faire aussi pour qu'ils aient confiance en moi, en fait, donc que je puisse faire... Et ça reposait aussi directement des questions
qui sont propres à comment on fait une ethnographie en fait et comment on la fait sérieusement. Donc ça interrogeait directement comment on fait de la science en fait. Moi je pouvais croire, j'y crois un peu moins ou j'y crois différemment à la neutralité axiologique. Enfin voilà, je voyais aussi des grandes choses. Je voulais pas faire un travail à charge, je voulais vraiment en fait faire un travail sérieux, méthodologiquement parfait. Donc je pense que c'était aussi ces questions-là je voulais du matériel très précis et je voulais surtout me faire accepter. Donc je pense que comme dans plein en fait de milieux où on doit se faire accepter pour faire une longue ethnographie, on a à rire à plein de blagues qui ne font pas forcément rire quand on est une femme, ou on essaye aussi en fait de s'intégrer. Et donc je pense que je me mettais aussi dans une certaine position. Je me disais là je suis pas forcément en train d'entrer dans un débat ou de discuter avec quelqu'un d'opinion politique. Je suis plutôt en train d'essayer de trouver une manière pour me faire intégrer dans un groupe. Donc j'essayais plutôt de travailler, moi, ma manière d'être sur le terrain. Donc en fait, je me posais beaucoup moins ces questions de voilà, est-ce que je suis d'accord ou non avec eux, ou elle. Je me disais plutôt en fait comment faire pour qu'ils m'intègrent, et puis après du coup quel type de discours je récolte, à quel moment on me fait confiance, et les moments où on me fait confiance, qu'est-ce qu'on dit de plus ou de moins. Voilà, est-ce que dans quel contexte aussi des discours voilà, émergent. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes, etc. Donc je pense que quand on se met dans une certaine case en fait, où on se dit finalement je vais juste observer et je vais observer à quel moment se passe ci ou ça, on fait moins attention à la teneur du discours, même si après on les revoit quand on relit ces carnets de terrain, etc. Mais je pense que ça permet de tenir le terrain. Ouais. Je ne sais pas si je peux réagir, Didier, à ce que tu viens. Parce que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pareil, je me suis retrouvée dans des moments où ça m'a pas trop fait rire non plus. Parce que, donc, moi, je m'intégrais assez bien du fait de mon plurilinguisme. Donc, je parle 4 langues, etc. Donc, j'ai été facilement assimilée, on va dire, à eux. Alors qu'en fait, moi, je suis une fille d'immigrés en col bleu. Donc je me suis retrouvée dans des situations assez, que je trouve de mépris social personnellement, dans des restaurants tenus par des Italiens qui auraient pu être mes grands-parents, en fait, par exemple, qui donc ne parlaient pas l'italien très correctement, mais parce qu'ils parlaient patois, en fait. Beaucoup de ces immigrés-là, de ces vagues migratoires, qui étaient bien plus massives d'ailleurs que celle que nous connaissons actuellement, qui est une vague de migration plus qualifiée, notamment des Italiens, et donc avec des moqueries par rapport à la façon dont ils cuisinaient, dont ils parlaient, etc., etc. Donc effectivement, quand on est dans un univers comme ça, on rigole alors que ça nous fait pas rigoler du tout. Voilà. Donc c'était juste. Georges, tu veux réagir à ce que disait Jim, notamment ou... Oui, attendez. Vous m'entendez? Très bien. Oui, ok. Ça, très bien. OK. Oui, à Jim et à Christian. Jim, je suis très content de vous entendre. Vous avez raison. Pas sur moi, mais vous avez raison que la vraie question de comprendre comment marche l'Europe, c'est l'interaction entre les institutions. Et c'est pas facile de le faire bien. Nous savons tous, mais il y en a énormément de travaux là-dessus qui surtout du côté américain d'ailleurs, qui disent que c'est un problème et ensuite qu'ils essaient de modeler quelque chose dont on n'a pas les données pour modeler parce qu'on aime les modèles. Mais you're right. This is a big question. The interplay thing, I think, is the most mysterious thing about the European Union. It's extremely difficult to find the data that's necessary because many of these institutions are very quiet about what they do, and the interaction is very difficult. You're absolutely right. That's what, if you're going to study the European Union, that's what you should focus on. My own focus was not on that, however. I'm not trying to defend myself. I talked a lot about Delors, but my focus was really on how does somebody of quite unusual talent organize the European Commission to do some very difficult things when the European Commission was not used to doing that, and how to mobilize the Commission to do what Delors wanted it to do. That's it. That's the story. And by trying to filter the information that I get from my informants, it's a much smaller story.
Christian pose, Christian, c'est une autre question énorme et je pense que super important, mais ça c'est même plus compliqué que la question de Jim. Ça, primus inter pares, oui, Delors était une exception au président un peu fade qu'on a vu avant ça. L'historique, c'est clair que Walter Rothstein a voulu être un Delors avant l'heure et il était descendu en flammes. Et après, c'était pas facile pour pas mal de raisons pour être un président fort. Mais pourquoi Delors est Delors, pourquoi il est différent, ça je ne peux pas expliquer. J'ai tout lu là-dessus et je connais un peu le type, mais je pense que Jacques Delors a toujours été un peu primus inter pares partout. Il était inspiré, il avait un esprit missionnaire, il réfléchit d'une profondeur extraordinaire sur ce qu'il faisait et que les autres ne faisaient pas. Il a peut-être toujours été comme ça, il a été comme ça avec Chabon, il a été comme ça au plan, il a été comme ça quand il était ministre des Finances. Ça, c'est un long débat, je ne pourrais pas expliquer pourquoi c'est un truc très personnel. Pour le cabinet aussi, c'est assez extraordinaire, mais c'est un cabinet français qui fonctionnait sur les modes français qui n'étaient pas toujours les modes des cabinets de Bruxelles. Et en plus, c'était un cabinet qui était un peu infecté, si j'ose le dire, par l'esprit de Delors. Pascal Lamy avait travaillé avec Delors. Il avait été plutôt du même bord au point de vue idée. Il y avait des Français il fallait, à Paris, il faut forcer les choses pour faire marcher les trucs. Et à Bruxelles, ils ont fait la même chose. Et ça, je peux dire que les autres, les non-français dans le cabinet, il y avait un Allemand, il y avait un Britannique, il y avait un Néerlandais. C'est à peu près tout. À l'époque, les cabinets étaient assez petits, mais eux, ils ne comprenaient pas ça non plus. Ils étaient obligés de faire comme il faut, mais ils ne comprenaient pas ce genre de force de travail, de force militante, de force de mettre les autres dans l'ordre pour qu'ils fassent les tâches nécessaires pour faire la mission. Ils s'étaient mystifiés un peu par ça. C'était pas le moyen, c'est pas le mode d'ailleurs. Et bon, c'est deux belles questions dont j'ai une réponse sur Delors. C'est une question personnelle sur le personnage de Delors. Et l'autre, Jim, il soulève la grande question sur comment comprendre l'Union européenne. Donc, il y a des travaux à faire. Merci. Ok, merci. Je vous propose d'arrêter là et on va basculer à un autre temps fort de cet après-midi, puisqu'il s'agit d'avoir un débat. Marc Abélès, au début, si je me souviens bien du rapport, vous évoquez le rapport entre l'ethnographie et la fiction, en tout cas la fiction aussi comme moyen de rupture. Et donc je trouve qu'on va essayer de mettre ça en œuvre dans une discussion entre vous et Pierre Dorac et Noé Debré. Alors pour ça, on va changer d'endroit, puisqu'il s'agit d'une sorte de conversation apéritive, c'est-à-dire qu'on va discuter de choses sérieuses, mais à la fois sous une forme détendue. Donc on va descendre d'un étage pour aller auprès du jardin en salle A et B, donc au rez-de-chaussée. Et disons qu'on reprend d'ici une grosse dizaine de minutes. Voilà. À tout de suite. Merci à vous, en tout cas, de loin. Merci, bon appétit.